Daniel, nous allons aborder maintenant un artiste qui n'est pas très connu, bien que son papa le soit nettement plus, et qui s'appelle Wonga Monkoba. Et artiste qui mérite d'être connu et qui le sera très prochainement, d'après ce que vous avez à nous révéler. Et cet artiste avec lequel vous avez travaillé a produit un livre assez exceptionnel. Et nous allons donc maintenant rentrer dans cet univers qui est un univers un peu extravagant. Et on va notamment passer par les années Cobra et on va voir un petit peu comment s'inscrit la destinée de Monkoba dans le milieu artistique de cette deuxième moitié du XXe siècle. Alors, à vous Daniel, on vous écoute. Bon, pour parler de Wonga, il faut effectivement partir du mouvement Cobra. Wonga Monkoba était le fils de Sonia Ferlo, artiste sculptrice danoise, et d'Ernest Monkoba, peintre d'origine d'Afrique du Sud, de l'ethnie zoulou, qui étaient tous les deux, ces deux parents ont été des artistes Cobra de la première heure. D'ailleurs, dans les livres qui sont consacrés à Cobra, il y a une photo tout à fait emblématique qui marque le début du mouvement, où l'on voit Ernest Monkoba, où l'on voit Sonia Ferlo, et elle tient dans ses bras Wonga Monkoba, l'auteur du livre, qui a 2 ou 3 ans, et c'est dans les années 48-49 au Danemark. Donc, le point de départ de Monkoba, en tout état de cause, c'est vraiment le mouvement Cobra. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ces deux artistes ont été quand même très marginalisés par le mouvement Cobra. En particulier, quand on voit la photo, on voit qu'Ernest est un petit peu au bout à gauche, et ils ont un petit peu, ils étaient à l'époque, ils vivaient à l'époque à Copenhague. Ils sont revenus en France parce que ils se sentaient un peu ostracisés avec Ernest, qui n'était pas européen. Donc ils sont revenus en France, ils ont vécu extrêmement difficilement toute leur vie. Je crois pouvoir dire qu'ils ont fait une œuvre absolument exceptionnelle, tous les deux, elle en tant que sculpteur et lui en tant que peintre. Et donc ils ont vécu dans la misère. Et Wonga est né en 1946, et c'était un garçon très brillant. Et c'est un garçon qui a fait, je pense qu'il n'avait pas un doctorat de philo, mais il devait avoir un niveau à peu près équivalent en philo. Il parlait le français, l'anglais, le danois, le zoulou. Il lisait l'Iliade et l'Odyssée en grec. Il a toujours vécu, il n'a jamais travaillé, il a toujours vécu dans l'atelier de ses parents. Il regardait sa mère sculpter, il regardait son père peindre, il écrivait lui-même, il n'a jamais été publié, il peignait, il n'a jamais montré ses peintures. Et tout ceci parce que dans la tradition africaine, et en particulier dans la tradition zoulou, si vous êtes en concurrence avec votre père, si vous faites le même métier que votre père, et que vous montrez ce que vous faites, vous tuez le père. Et il s'est trouvé d'une manière dramatique pour Wonga, que son père est décédé à l'âge de 98 ans. Donc, l'œuvre de Wonga a été une œuvre complètement enterré par lui-même. Il vivait misérablement avec ses parents, et quand ses parents ont disparu, il était une espèce de marginal dans son petit atelier du 14e arrondissement. Mais dès qu'il a commencé à montrer ses œuvres, il y a des galeristes qui s'y sont intéressés. Et en particulier, le galeriste de ses parents, qui est un très très grand galeriste, qui a des galeries à Copenhague et à Berlin, et qui vend aujourd'hui des toiles d'Ernest Monkoba aux États-Unis à 300 ou 400 000 $, et des sculptures de Sonia à des prix également extrêmement importants. Cette galerie a tous les moules pour fondre les sculptures. Et l'année dernière, au Centre Pompidou, il y a eu une exposition sur Ernest Monkoba et une autre exposition sur Sonia Ferlo, où il était question de Wonga, parce qu'il avait écrit des très beaux textes sur ses parents,
Et le galeriste en question a tout l'œuvre de Mancoba qu'il ressortira certainement très rapidement. Donc voilà un petit peu pour Wonga. Donc c'est Éric de Rubercy qui m'a fait rencontrer Wonga Mancoba. Éric savait que les éditions étaient plutôt pour des artistes, non pas des peintres, mais plutôt des sculpteurs. Donc il m'a quand même fait rencontrer Wonga Mancoba, qui était un personnage avec un regard d'une grande bonté, d'une grande naïveté. Il savait vraiment pas se débrouiller dans la vie, il n'avait aucun sens concret de rien. Son atelier était un véritable capharnaüm. C'est le galeriste de ses parents qui lui donnait quelques subsides pour qu'il tienne le coup. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement pathétique, si vous voulez. Donc, j'ai vu l'œuvre de Mancoba, j'ai immédiatement vu l'originalité, la sincérité de l'œuvre. Et puis, je me suis dit, avec ce personnage qui écrit merveilleusement, ce serait peut-être bien quand même de faire un livre où on pourrait mélanger à la fois sa peinture et sa sculpture, un petit peu à l'image du livre de Sandrard, ou à l'image de la prose du Transsibérien, et faire quelque chose comme ça. Et puis je me suis dit en même temps, du fait qu'il parle anglais, qu'il parle danois, on pourrait peut-être s'amuser à faire un livre où il écrirait son texte en français, qu'on ne traduirait pas, mais qu'il réécrirait d'une autre manière en anglais, puisqu'il était capable de penser et d'écrire directement en anglais parfaitement. Donc j'ai tout de suite imaginé une œuvre qui puisse être construite à partir de ça. Donc on a enclenché un petit peu ce process. Alors Wonga se méfiait un peu de moi, parce qu'il avait quand même été un peu exploité dans sa vie par tout un tas de personnes. Alors ma caution, c'était Éric de Rubercy, qui connaissait très bien, et sachant que j'étais proche d'Éric, il a bien voulu me faire confiance, mais je sentais quand même qu'il fallait que je fasse mes preuves, et que c'était au début que c'était un petit peu tendu. Alors je lui ai montré des livres que j'avais déjà édités, qu'il a appréciés, mais il n'a pas vu du tout comment on pouvait transformer sa peinture en livre. Et alors j'ai fait des dessins, j'ai fait des simulations, etc. Mais il ne comprenait pas ce qu'on était en train de faire. Mais il avait confiance et il m'écoutait, il faisait ce que je demandais. Donc le livre s'est construit d'une manière un peu amusante, parce que le principal intéressé avançait un petit peu en aveugle. Donc ce livre, le voilà, je vous le montre sous toutes ses facettes, assez étonnant, puisque en fait on se demande où est le livre, et puis on tire comme ça, on décale un petit peu. Donc c'est un livre qui est en partie donc en bois, qui est intégralement illustré, et le livre est à l'intérieur, et je viens prendre. Je rappelle qu'à l'intérieur de l'emboîtage du livre, puisque ça lui appartient, tout est absolument illustré. Donc on a le livre là. Alors Daniel, poursuivez, dites-nous un petit peu de... Alors ce livre, le titre de ce livre, c'est Des taxis pour le ciel. Alors quand j'ai rencontré Wonga Mancoba, il était en train de faire un cycle de peinture sur ce qu'il a appelé les taxis. Alors pourquoi ces taxis? En réalité, il est allé avec son père pour la première fois en Afrique du Sud en 1995. Et son père n'était jamais retourné en Afrique du Sud avant cette date-là. C'est-à-dire qu'entre 1939 et 1995, Ernest Mancoba n'avait jamais revu son pays natal. Et Wonga part avec son père en Afrique du Sud. Ils atterrissent à Johannesburg.
ils sortent de l'aéroport, ils prennent un taxi collectif, ils sont sur l'autoroute qui domine Soweto, et Wonga imagine la vie de son père, la vie de sa mère, et raconte tous les détails, et il écrit une espèce de manifeste qu'il a pensé dans les taxis, et il écrit une espèce de manifeste sur l'art contemporain qui raconte la vie de ses parents et sa propre vie. Je vais peut-être vous lire la première page. Lorsque l'on arrive à Soweto par le quartier de Barak Vanat, l'autoroute surélevée plonge soudain sur l'immense ghetto qui s'étend à perte de vue en contrebas. On pénètre dans un monde où l'impensable devient possible et s'incarne dans le quotidien. La sensation est encore plus saisissante le soir, quand les feux du ciel se confondent avec les lumières du township, pour, semble-t-il, ne plus former qu'un seul espace, à l'infini. On a alors l'impression, serré au bord du taxi collectif, avec les autres passagers, de décoller pour quelques voyages vers une hallucinante galaxie. Piqueté de mondes inconnus, univers à la fois illusoire et bien réel, s'étendant de tous côtés, au-dessus comme au-dessous de soi, on perd contact avec la logique du monde, de l'évidence cartésienne, etc. C'est un très joli texte où Wonga fait une espèce de digression sur l'art de la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est en même temps un texte autobiographique. Alors on peut, puisque... Alors c'est un texte qui se lit d'un côté, on passe de la page 2, puis 3, etc. Et puis après on retourne l'ouvrage et on continue de l'autre côté. Qui est le texte en anglais. Et qui est le texte en anglais de ce côté-là. Donc mais un texte... deux paginations, mais ce sont deux textes différents, ce n'est pas une traduction. Exactement, et j'insiste. Réécrit dans la langue de Moncoba. Voilà. Et du coup sa langue maternelle c'est quand même plus l'anglais finalement. Maternelle. Non, c'est le français. Ben, il a quand même. Danemark, il est parlé. Ouais, non, mais il est resté au Danemark 3 ou 4 ans. Ah oui. Donc... Mais sa mère lui parlait en danois. D'accord. Ok. Il a 2 langues maternelles. Enfin, on peut dire 3 langues maternelles parce que son père c'était l'anglais. Il vivait en France et sa mère c'était le danois. D'accord. Ok, très bien. Et alors, cet ouvrage, en quoi justement la collaboration de Wonga Moncoba a été un peu complexe ou un peu difficile au-delà de sa naïveté, d'avoir l'impression parfois qu'il ne saisissait pas les tenants et les aboutissants? Non, en réalité, c'est un livre qui a été... Il n'y a pas de réelle complexité. La complexité, c'était d'arriver à discipliner l'artiste. Parce que c'est un livre, quand on le voit, qui donne un sentiment de quelque chose de très libre, alors qu'en réalité, c'est un exercice extrêmement contraint. Je m'explique, j'ai imposé à Moncoba 3 couleurs. La difficulté du livre, ça a été de faire entrer Moncoba dans des règles assez précises, qui étaient des règles un peu compliquées, parce que demander à un peintre de n'utiliser que 3 couleurs, c'est quand même un peu compliqué. Par ailleurs, je lui ai demandé un texte qui fasse 10 pages dactylographiées, encore 12, ou plutôt 9 pages, et qui soit coupé les chapitres ne faisant jamais plus d'1 page. Ensuite, quand il a fallu mettre en œuvre à la fois le texte et les peintures, il ne fallait pas que la couleur noire recouvre le texte. Donc si vous voulez, d'un livre qui paraît un exercice tout à fait un peu street art, très libre, c'est un exercice très contraint. Et ça a été ça la vraie difficulté, parce que Wonga était toujours prêt à partir dans une autre direction. Et pour quelle raison 3 couleurs? Parce qu'il fallait quand même se limiter. C'était lié à l'impression. C'était un peu lié à l'impression. Ça aurait pu être 1 ou 2 couleurs de plus, mais j'avais vu des dessins qu'il avait faits qui étaient en peu de couleurs et que je trouvais très très bien. Même des dessins monochromes. Donc j'ai pensé que c'était bien.
Et donc là, vous pensez que c'est un artiste qui est donc sous-coté aujourd'hui et que sa cote va exploser le jour où le galeriste qui détient à peu près l'ensemble de c'est-à-dire ses œuvres va les mettre sur le marché, c'est ça ? Wonga Mankoba a été de toute sa vie dans les mains d'un galeriste avec lequel il avait des liens d'amitié. Le galeriste a tout son stock, il l'a peu montré, et quand même l'histoire des Mankoba est une histoire à peu près unique, parce que un couple de grands artistes, il n'y en a pas beaucoup, mais quand en même temps c'est toute une famille avec le fils, je veux dire qu'il y a des histoires à raconter autour des Mankoba. D'abord, il y a aujourd'hui, je sais qu'il y a des conservateurs au Centre Pompidou, ou même au musée des arts, au musée du Quai Branly, il y a des gens qui s'intéressent à la famille Mankoba, si vous voulez. Donc il est évident que le galeriste ne va pas garder les choses secrètes et qu'elles sortiront un jour, et qu'il est en train de préparer ça. Chaque livre a été signé ? Bien sûr, oui. Numéroté, signé. Donc là, on a à nouveau un élément tout à fait original, une œuvre extraordinaire et qui va présenter dans quelque temps des caractéristiques très particulières, puisque en quelque sorte il va être demandé et devenir quelque chose de très convoité. Bon, ben c'est très bien. Merci pour cette présentation.